élections présidentielles au Sénégal, chez nos frères sénégalais, je voulais d'abord commencer par féliciter le peuple sénégalais pour avoir fait preuve de maturité démocratique. Remercier et féliciter l'armée sénégalaise qui n'a pas profité d'un prétexte quelconque venant on va dire, d'une crise politique et sociale pour essayer de prendre le pouvoir. Ils sont restés droits dans leur bottes. Ils ont observé les politiciens et puis féliciter également la Cour constitutionnelle qui a évité qu'il y ait, on va dire, des problèmes politiques plus graves au Sénégal en faisant en sorte que les élections puissent avoir lieu, en tout cas avant la fin du mandat constitutionnel de l'actuel président Macky Sall, qui doit normalement, je pense, finir le 2 avril prochain. Alors, mon analyse est simple. Vous avez vu que j'ai commencé par féliciter le peuple. Ouais, ici, le peuple s'est exprimé. Maintenant, le peuple a eu raison dans la forme. Dans le fond, est-ce qu'il a eu vraiment raison? Bon, l'avenir nous le dira. Parce que ce qui est intéressant dans la démocratie, c'est que la volonté s'exprime selon, en tout cas, les procédures et les conditions légales et constitutionnelles qui sont prévues. À partir de là, tout le monde applaudit, on dit c'est normal. C'est ça la démocratie. Et c'est d'aller aux urnes, donc aller voter pour choisir ses dirigeants. Mais en fait, quand vous regardez bien cette élection, c'est un référendum anti-Macky Sall en réalité. Ce n'est même pas tellement l'élection de Diomaye Faye, mais c'est plus, à mon avis, quand on regarde même le score qu'il a réalisé et la manière dont les choses sont passées. Parce que même après les élections, moi j'ai écouté plusieurs chaînes internationales où les Sénégalais ont eu à intervenir, mais les gens se sont dit qu'eux, ils en avaient marre du pouvoir de Macky Sall. Donc ils voulaient changer. Et ils ont sanctionné toute l'ancienne classe politique, en fait, et ils ont voulu qu'il y ait une nouvelle classe politique. Bon, est-ce que c'est chose faite aujourd'hui? Wait and see. Pourquoi? Parce que le fait que ceux-là soient venus au pouvoir ne veut pas dire que les anciens politiciens ne reviendront pas au pouvoir. Parce que les donnes politiques peuvent changer. La vie est en perpétuel mouvement, donc tout peut changer. Mais moi, je voulais faire juste une petite analyse numérologique de l'élection de Diomaye Faye. Diomaye Faye est le 5e président du Sénégal depuis l'indépendance, c'est le 5e président. Le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Donc, ça aurait pu ne pas être Diomaye Faye, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'est qu'il allait avoir forcément un changement. Donc, c'est d'abord la première des choses que je retiens. Donc, 5e président, c'est forcément un changement. Ça peut être un changement dans la continuité, hein. Mais ici, le changement a priori, a été un peu, on va dire, en griffe, le peuple a décidé de choisir l'antisystème. Mais en fait, ils n'ont pas choisi l'antisystème, ils ont rejeté un système politique qui était en place. Donc, là, ça me fait penser à l'élection présidentielle en France de celui qui a remplacé Sarkozy. À l'époque, j'ai oublié son nom. Le socialiste là. C'était la même chose, c'était un référendum anti-Sarkozy qu'il est arrivé au pouvoir. L'ancien premier secrétaire du Parti socialiste. Donc c'est comme ça que lui aussi, les Français ont fait une sorte de raz-de-marée pour lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été le désamour total. C'est l'un des présidents qui a eu le plus faible taux de choses, comment on appelle ça, en tout cas, il était en termes d'estime, il était très bas dans les sondages. Vous parlez de François Hollande? Voilà, François Hollande, très bien. François Hollande, il a été élu par défaut. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas de Sarkozy. Donc, ils ont élu François Hollande. Mais on a vu après ce que ça a donné. François Hollande n'a pas du tout été. La preuve, c'est que lui-même n'a même pas accepté de se présenter à son propre. Pour continuer. Pour faire un second mandat parce qu'il savait qu'il n'allait pas passer. Et pourtant, quand on regarde les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, je crois que ça ressemble un peu à ce qui s'est passé au Sénégal. Mais je ne dis pas que c'est exactement le pouvoir ou la présidence de notre jeune frère Diomaye Faye va se passer exactement comme ça. Mais je voulais attirer son attention. Il faut qu'il fasse très attention. Pourquoi je dis qu'il fasse très attention? Il est venu dans des conditions
un peu particulier. Lui-même là, dans ses plus grands rêves, je pense qu'il ne s'imaginait pas qu'un jour pourrait se retrouver au devant de la scène politique de cette manière, être donc Sonko a décidé de le projeter, de le mettre au devant de la scène. Et c'est comme ça qu'ils ont battu la campagne pour lui, pour qu'il soit élu. Mais lors de la campagne, déjà, certaines frustrations sont apparues au grand jour. Mais les gens n'ont pas tenu compte de ça dans l'euphorie de la victoire. Sonko a souvent volé la vedette, très souvent, au candidat élu, le candidat aux élections présidentielles. Et souvent, le gars, à côté de Sonko, on sentait la frustration sur son visage. Parce qu'il avait envie de parler aussi. C'est normal. C'est lui qui est le candidat, quoi qu'il en soit. Mais il ne lui laissait pas la parole. Ceci dit, je continue. Il a été élu. Tout le monde applaudit. Tout le monde le félicite. C'est la joie. Les clameurs ont commencé à se taire. Bientôt, il va prêter serment et il va, en tout cas, commencer à exercer le pouvoir. Mais on sent venir un problème de bicéphalisme de fait. Pourquoi? Le président Macky Sall a rencontré pour la première fois, officiellement en tout cas, Diomaye Faye en tant que président élu. Mais Sonko l'a accompagné. Et il a marché sur le tapis rouge comme s'il était un vice-président. Et ça, quand tu voyais la présence de Sonko à côté, on avait l'impression que, en tout cas, il ne voulait pas que ça se passe en son absence. Il voulait forcément assister à ça. Mais lui n'est pas le président élu. Il faut qu'il apprenne aussi à s'effacer pour laisser le monsieur devant. Même s'il veut tirer les ficelles par derrière, mais il faut qu'il lui laisse jouer son rôle. J'espère qu'après l'investiture, il va comprendre que ce n'est pas lui qui a été élu, c'est quand même Diomaye Faye qui a été élu. S'il ne le fait pas, mais il va lui créer des problèmes. Maintenant, j'en reviens à Diomaye Faye. Il est né le 25 mars 1980. L'élection a eu lieu le 24. C'est le 25 qu'on a donné les résultats, le jour de son anniversaire. Est-ce qu'il s'est posé la question de savoir? J'espère qu'il s'est posé la question de savoir pourquoi cette coïncidence. Diomaye Faye, quand on fait la numérologie de son jour de naissance, ça fait 10. C'est-à-dire 28, ça fait 2 plus 8, ça fait 10. 10, c'est 1. 1 plus 0, c'est 1. Ça veut dire que Diomaye Faye, là, s'il ne compte pas sur lui-même pour gérer le Sénégal, il va échouer. Nous, encore à Abidjan, on dit qu'il va taper poteau. Et il va taper poteau gravement. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de François Hollande. Il a qu'à faire attention. Les Sénégalais ne sont pas comme beaucoup de peuples en Afrique de l'Ouest ici. Honnêtement, on peut tout leur reprocher, mais sur ce plan-là, ils sont en avance en termes de conscience populaire, en termes de nation. C'est-à-dire que eux là, ils sont Sénégalais d'abord. Ça là seulement, on peut pas, il n'y a pas de... Ils nous ont donné plusieurs signes. Si ce n'était pas ça, leur pays serait dans le chaos. Avec ce qui s'est passé dernièrement, juste avant les élections. Donc, moi, j'aimerais que lui-même, là, il n'a qu'à compter sur lui-même d'abord. Parce que son numérologie, là, c'est 1. J'ai fait la numérologie comment on appelle, Sonko. Sonko, là, son jour de naissance, et puis son mois de 5, quand on additionne, ça fait 12. 12, là, c'est épreuve et difficulté. La preuve, il est parti en prison. C'est épreuve et difficulté. C'est-à-dire que si Sonko ne lui laisse pas le champ de faire son jeu, il va lui créer des problèmes. Et vraiment, il va avoir des sérieux problèmes. Et le Sénégal va ricocher. Ça c'était par rapport au Sénégal. Et j'aimerais que, en Côte d'Ivoire ici, nos politiciens de l'opposition s'inspirent un peu de ce qui s'est passé au Sénégal. Je ne leur demande pas de faire du populisme, parce que de toutes les façons, je ne veux pas prédire ce qui va se passer, mais je pense que il doit faire très attention. S'il ne fait pas attention, il y a des discours qu'ils ont tenus avant d'arriver au pouvoir là. S'ils veulent appliquer ça in extenso, ils vont avoir de sérieux problèmes. Parce que le monde a une certaine façon de fonctionner. Oui, on peut dire certaines choses pour arriver au pouvoir, mais il y a les réalités du pouvoir. Il ne faut pas qu'il va chercher à attaquer la France frontalement. Il n'a qu'à quitter dans ça. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Il ne faut pas qu'il va essayer de dire je sors du franc CFA. Ce serait conduire le Sénégal dans l'incertitude. On n'a qu'à prendre le monde entier. On va regarder l'Afrique. On va regarder tous les pays qui ont des problèmes d'inflation grave. Aujourd'hui, c'est tous les pays qui ont leur monnaie.
une chose unique, c'est-à-dire qui ont leur propre monnaie. Tous ces pays qu'on dit qui ont des problèmes d'inflation grave, qui ont de sérieux problèmes économiques, la plupart là, ce sont les pays qui ont leur propre monnaie. Pourquoi? On n'a pas des économies qui sont solides. On a des économies très faibles. Gérer la monnaie flottante, c'est pas évident. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que c'est vrai, le franc CFA a des défauts. Mais il faut corriger ces défauts-là. C'est tout. Il ne faut pas chercher à sortir quelque chose qui marche à 80-90%. Ce serait une erreur. Si tout le monde va sortir du franc CFA, nous, Côte d'Ivoire, là, je prie Dieu qu'on reste dedans. Et on n'a qu'à modifier simplement certains mécanismes, notamment les histoires de compte au trésor français, ainsi de suite. Comme l'ECO a voulu faire, on peut carrément copier ça. Et pourquoi ne même pas militer, pourquoi on est à l'ECO, qui ne vouloir sortir du franc CFA? Ce serait vraiment aller à l'aventure. Moi, je les exhorte à ne pas tenir compte de certaines choses qui sont dites. Quand on n'est pas encore arrivé au pouvoir, des choses qu'on dit, mais quand on arrive au pouvoir, il y a des choses qu'on change. Même le président Ouattara, il a dit beaucoup de choses. 90% de ce qu'il a dit avant d'arriver au pouvoir, il a réalisé. Mais quand on prend 10%, il y a des choses dedans. Effectivement, quand on prend son programme passé, il y a des choses dedans qu'il n'a pas pu faire. Parce qu'il y a certaines réalités de pouvoir qui ont fait, surtout les conditions dans lesquelles il a pu le pouvoir, ont fait qu'il y a des choses qu'il n'a pas pu faire. Donc, ceci dit, ça m'amène à venir sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc, je disais que les politiciens ivoiriens copient un peu le comportement des jeunes gens qui sont arrivés au pouvoir. J'explique. Gbagbo, lui-même, il sait qu'actuellement, il n'est pas sur la liste électorale. Il sait que lui, Gbagbo, il a eu la quintessence de physique qu'il avait auparavant. Physiquement, il est beaucoup diminué. Je ne suis pas en train de... C'est une réalité, il suffit de l'entendre parler. La diction même est compliquée. Il se déplace difficilement. Il a besoin même d'être à la limite accompagné. Il faut qu'on l'aide à marcher. Ton nom n'est pas sur la liste électorale. Oui, ça peut te choquer, on peut comprendre. Mais il faut gérer ça politiquement. Tu parles avec Ouattara. Essaye de négocier politiquement, que de vouloir mettre les enfants des gens dans la rue pour qu'il y ait encore des morts. Parce que les militants RSDP ne vont pas se laisser faire. Parce qu'eux, ils en ont gros sur le corps par rapport aux choses que toi-même tu as faites. C'est ça aussi la réalité. Donc, tu vas demander à tes militants de descendre dans la rue. Ça va aboutir à quoi? C'est pas comme ça que vous allez forcer la main au président Ouattara pour que toi ton nom sur la liste électorale. Moi, je pense que ça même, c'est un chemin sans issue. Parce que le fait de vouloir forcer la main au président Ouattara de cette manière-là, vous connaissez mal le président Ouattara, lui, il est comme ça. Hein. Quand il négocie, ça peut passer. Mais si tu veux forcer la main, il ne va pas le faire. Hein. Et il a les moyens de vous répondre. C'est ça que vous oubliez. C'est-à-dire que le monsieur-là, il ne parle pas beaucoup. Mais il anticipe beaucoup. Et il a l'art de gouverner. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'anticipation. Vous remarquez sa sérénité. Il n'est pas serein sur du vent. Il est serein sur du concret. Donc, j'aimerais que Gbagbo comprenne qu'il peut choisir quelqu'un de son camp comme son candidat. Ce serait même l'occasion peut-être de renouveler en même temps sa classe politique. On est à leur niveau. Moi, franchement, c'est par rapport à l'amour que nous avons tous pour la Côte d'Ivoire que je le dis. Et puis ça fait honte. C'est toujours en Côte d'Ivoire quand il y a élection qu'il faut qu'on se bouffe le nez, qu'il y ait des morts, qu'il y ait du sang. Ça, franchement, il faut qu'on apprenne à s'inspirer aussi de ce qui est bien que les autres font. Au Sénégal, par exemple, c'est vrai, il y a eu des affrontements entre les gens, mais au final, il y a eu l'élection. Et le jour de l'élection, il n'y a pas eu de mort. Après les élections, il n'y a pas eu de mort. Chacun a reconnu que j'ai perdu. Même le candidat au pouvoir qui doutait un peu, mais après quand il a eu les vrais chiffres, il a dit non, il a rappelé le jeune homme pour lui dire bon, je te félicite. C'est ce qu'on aurait vu en 2015, c'était comme ça. Lui, Gbagbo, depuis qu'il est rentré dans la politique, là, il n'y a que des histoires de sang, il n'y a que des histoires de blessés, il n'y a que des histoires de morts. Il faut qu'il comprenne qu'à un moment donné, qu'il arrête. C'est pas à son âge qu'on peut changer, mais à un moment donné, quand on est à un certain âge, on peut faire preuve de sagesse aussi. Il faut qu'il apprenne à désarmer son cœur et désarmer le cœur de ses militants. Franchement, la Côte d'Ivoire a trop souffert, les Ivoiriens ont trop souffert. On ne peut pas continuer à chaque fois qu'il y a des élections, le cœur bat, on a peur, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et les partisans du pouvoir, et les partisans de choses, comme on appelle ça, de l'opposition, et le monde entier, on est toujours le mauvais exemple. C'est nous qu'on se bouffe le nez parce qu'on n'est pas capable de tenir un débat intellectuel.
Même Tidiane Tcham, même qu'on pensait que, bon, ici, il rentrait dans la politique, ça allait aller. Bon, on se rend compte que lui-même, il a certains discours. Quand tu l'écoutes, il n'est pas mieux que ceux qui sont là. Sauf qu'il il ne dit pas de façon vulgaire, c'est tout. Mais au fond, quand tu l'écoutes là, lui aussi, il est en train d'emboucher une mauvaise trompette. Hein? C'est ça le problème. Donc, franchement, les politiciens ivoiriens font honte. Globalement parlant, notamment l'opposition. Il faut que les gens arrêtent. On est fatigués, nous. On veut que nos enfants vivent en paix en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que souvent, toi éclaireur, quand souvent tu hausses le ton, quand tu dis un langage très dur, quand tu appelles les choses par leur nom, il y en a qui ne comprennent pas. Mais il faut que ça, en face des gens qui veulent la violence, si tu leur dis pas un langage qui est approprié, ils vont avoir l'impression que ils peuvent aller en roue libre. Et si vous voyez que chaque fois que l'opposition, notamment le PPACI veut faire une manifestation de rue, comment on appelle ça, les partisans du RHDP, sympathisants et partisans du RHDP veulent aussi réagir, c'est parce qu'ils savent que c'est pas une marche républicaine que les gens veulent faire, on connaît. C'est pas une marche républicaine qu'ils veulent faire. Parce que le discours qui accompagne l'appel à la marche est un discours belliqueux. C'est un discours de va-t-en-guerre. Et c'est ça qu'il faut éviter. Les gens même qui sont à la tête du PPACI, ils n'ont même pas la volonté de désarmer leur cœur. Ils sont encore bloqués. Moi, je pensais qu'ils étaient bloqués en 2010. Les gars sont bloqués depuis 2002, ou du moins 2000. Puisque, comment on appelle, un de leurs responsables s'appelle... Danon Djedje. La vidéo qui circule actuellement mais ça fait honte. Moi, en tant qu'Ivoirien, c'est honteux que des gens qui ont géré un pays, lui, il a été ministre de la réconciliation dans ce pays-là. Et c'est lui qui vient dire qu'il y a un match retour. Mais ça veut dire quoi? Comment quelqu'un de sa trempe peut se permettre de dire ce genre de choses? Mais éclaireur, la vérité, c'est quoi? Tu as dit une chose qui est vraie. Et ça, je le dis aussi également. Ça nous fait mal, mais honnêtement, s'il y a un problème, s'il y a un point sur lequel le président Ouattara doit faire ce que les Anglais appellent improvement, c'est-à-dire une progression sérieuse au niveau de l'impunité, au niveau de la justice. Je pense que tous ces gens-là, ils parlent comme ça parce qu'ils ont fait des choses qui sont très répréhensibles, des crimes contre l'humanité. Ils n'ont pas demandé d'excuses à la population, à leurs partisans, mais ils n'ont pas été capables de dire on vous demande pardon pour le sang que vous avez donné, pour les blessés. Et même une minute de silence à un de leurs mouvements ou encore à un de leurs meetings n'ont jamais fait ça. Ce sont ceux-là. Ils continuent parce que c'est l'impunité. On les met en prison, après on les fait sortir. Et ils circulent comme si de rien n'était. Le général qui vient de sortir de prison, là, c'est dans quelle voiture il est parti dans son village? Il est parti dans une Range Rover. Et puis, c'est pas n'importe quel Range Rover Vogue. C'est-à-dire le top niveau des Range Rover. Côte d'Ivoire, d'où, hein? Un ancien général. Même un général même qui est en activité, s'il roule dans une telle voiture même, on doit se poser des questions. Oui, c'est une voiture comme ça, il a pris pour aller dans son village. Il arrive dans son village, il n'est pas capable de désarmer les cœurs. Il va aller parler du fait que le général Mangou, c'est un Ivoirien. Donc, ça nous ramène, qu'est-ce que ça nous apporte? Donc, quand tu as fini de dire ça, tu as apporté quoi à la population? Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une classe politique qui est animée par la haine. Et on se demande finalement, parce que moi je parle toujours en faisant allusion au cosmique, on se demande finalement, ils ont passé quel pacte avant de rentrer dans la politique? Qui fait que si ils changent, c'est comme si on dirait que dans leur pacte là, s'ils changent de comportement, peut-être qu'ils vont mourir. C'est ça aussi. Parce que si vous avez passé un pacte avec certains esprits qui ont besoin de sang, c'est compliqué de changer. On est dans le spirituel, dans les esprits là, ils n'ont pas sentiment. Hein. Si tu as passé un pacte à lui, il va faire ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'en retour, là, si tu ne fais pas ce que lui veut, là, il te prend. Donc peut-être que c'est ça qui fait que les gars... Mais vous êtes vieux maintenant. Si vous mourrez, ça fait quoi? On va tous mourir demain. Tu meurs même à 78 ans, tu meurs à 80, c'est même mort là. Surtout que tu as été déjà prison de la République. Donc il faut changer pour qu'on puisse garder une bonne image de toi au moins. Si on fait l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, l'histoire contemporaine de ce pays, nous on est tous contemporains de ce pays depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Franchement, là où il y a Bamba, net ton nom est quelque part. Ça c'est obligé. Si tu n'es pas au début, tu es au milieu ou bien à la fin. Et c'est ça qui est un problème. Toutes les élections auxquelles toi tu as participé, il y a eu Bamba. Ça c'est tout terminé dans le sang. Tu as fait ça au foot, tu n'as pas reconnu la victoire du foot. On se souvient de ça. Mais comme tu n'avais pas la force, ce n'est pas allé quelque part.
en 2015, tu ne pouvais pas aller aux élections parce que tu savais que Bédié allait te battre. Donc, tu as prétexté que Ouattara n'étant pas candidat, toi, tu ne vas pas aux élections. Et tu as fait ce qu'on appelle boycott actif. On a vu ce que ça a donné comme résultat. Il y a eu plein de morts, il y a eu plein de blessés, il y a eu des déplacés dans les écoles. En 2000, il y a eu élection. Mais on a vu comment ça s'est passé. Ça s'est terminé comment? Charnier. Tu as pris le pouvoir, mais ça a suivi par un charnier. Tu n'as jamais reconnu. Tu as même dit que sinon c'est les militants du RDR, c'est le RDR qui a tué ses propres militants et qui veut t'accuser. Bref, c'est qu'il y a eu un rapport, mais les balles qu'on a trouvées dans les corps des gens là, c'était des balles de la gendarmerie nationale. Et on sait ce qui s'est passé. Au forum de réconciliation de 2002, je me rappelle encore tes mots, tu as dit des choses, de tout ce qui pouvait réconcilier les gens, tu as dit le contraire. Parce que tu as dit que les résultats de choses, comment on appelle ça, des résolutions du forum de réconciliation nationale, ce n'était pas une loi. Et que ça veut dire quoi? Ça n'est engagé en rien. Donc ça veut dire que tu as tué même avant que ça ne commence. Quand tu as pris la parole, tu as dit que la constitution de 2000 a été faite pour éliminer Ouattara et Bédié. C'est très grave ce que tu as dit. Donc après ça, on a vu comment tu t'es comporté avec une partie du pays, c'est-à-dire les nordistes. En 2000, on s'est débrouillé jusqu'à on arrive en 2010, on a tout fait pour qu'il y ait élection. Dès qu'il y a eu élection, tu as perdu les élections. En privé, tu reconnais que tu as perdu. En public, tu as organisé autre chose. Et on a vu ce que ça a donné. Malgré tout ça, vous n'avez pas été capable de demander pardon au peuple. Parce que c'est important. On n'a pas dû demander pardon à Ouattara. On n'a pas dû demander pardon je sais pas, à n'importe quel politicien, à Bédié ou à Pikis ce soir. Mais vous pouvez demander pardon quand même aux populations. Surtout les peuples que toi-même tu as mis dans les rues. Les gens que tu as, les jeunes gens qui ont été mutilés, ceux qui ont perdu, qui sont morts, ceux qui ont eu des invalidités permanentes, qui sont mutilés, qui sont encore là. C'est Ouattara encore qui a dédommagé les gens. Mais Ouattara a demandé pardon. Je me souviens bien, il était, je crois, dans Allô? Oui, on avait été coupé. Oui, clair, on dirait qu'on ne m'attendait plus là. Oui, effectivement. Oui, on vous entend. Allô? Oui, on vous entend. Ah, d'accord, oui, ok, oui. D'accord. Donc, je ne sais pas exactement si ça s'est coupé, mais j'étais en train de dire que vraiment... le président Ouattara a lui-même demandé pardon, et vous êtes en train de nous dire là où il a demandé le pardon. Voilà, Bédié a demandé pardon également. Le seul qui n'a pas demandé pardon, ça a été Gbagbo, jusqu'aujourd'hui. Même ses propres militants, il ne leur a pas demandé pardon pour toutes les souffrances qu'ils ont subies. Quand il a rencontré les Ouais, il a dit que ce n'est pas pour lui que les Ouais se sont battus, hein, que les Ouais se sont battus pour leur propre forêt, pour leurs propres intérêts qu'ils se sont battus, ce n'est pas pour lui. Vous voyez comment c'est cynique et méchant. Et remarquez, ceux qui ont été les plus meurtris par les différents soulèvements du FPI d'alors, devenus aujourd'hui PPACI, ce ne sont pas les BT. Hein. On n'a qu'à se dire la vérité. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Moi, on est sur une plateforme où on doit se dire la vérité. C'est notre pays. Si on ne se dit pas la vérité là, c'est pas bon. Ça va faire mal à certaines personnes. Moi, franchement, je n'avais pas envie de dire ça, mais je me sens obligé de le dire. C'est pas bon. Tu n'as même pas été capable de demander pardon à ces peuples-là. Pourtant, c'est eux qui ont le plus souvent, qui est parti leur dire que non, c'est pas pour toi, ils ont fait par là, que c'est pour leurs propres intérêts. C'est parce qu'ils voulaient défendre leur forêt. Bon, ça rime à quoi tout ça là? Franchement, moi je pense qu'il faut changer le logiciel. C'est vrai, c'est pas évident. Après avoir fait plus de 30 ans de ta vie dans une posture, c'est difficile de changer. Non, sur les imbéciles ne changent pas. À un moment donné, on peut changer, on peut diluer un peu son discours.
en essayant d'être le plus proche possible des populations. Parce que vous venez sans programme politique, vous ne proposeriez, tout ce que vous proposez, vous avez à dire, c'est de dire non, quand les choses, il va continuer ce qu'il a commencé. Bon, franchement, ce n'est pas un programme politique. Nous, aujourd'hui, on voit un programme politique qui est en train de dérouler, qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Voilà, le frère Sundiata vient de dire tout à l'heure qu'il y a un prêt qui a été pris pour construire, terminer une autoroute. Mais c'est des choses comme ça que nous, c'est à ce à quoi on s'attend. Parce que vous dites que les gens quittent le pays pour aller ailleurs se chercher. Mais si la Côte d'Ivoire se développe, si les infrastructures, parce que ce que les gens oublient, c'est les infrastructures qui précèdent le développement. On dit la route précède le développement, mais moi je préfère dire les infrastructures. À l'intérieur des infrastructures, il y a les ponts, il y a les routes et tout le reste qui précède le développement. Sans tout ça, là, en Occident, là, aux États-Unis, en France et tout ça, c'est parce qu'il y a des infrastructures. Que le pays s'est développé, hein. Les opérateurs économiques ont pu faire leurs activités jusqu'à ce qu'aujourd'hui les villes soient construites comme elles ont été construites, ainsi de suite. Ce n'est pas l'État qui a tout fait, mais l'État a fait tout ce qui est macroéconomique, l'État s'est occupé de ça. C'est ce que le président Ouattara est en train de faire. C'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Donc, quand les gens, au lieu de chercher les fous dans les cheveux du monsieur, moi je l'ai dit la dernière fois, on n'a qu'à se mettre ensemble pour l'accompagner. Ce serait même faire preuve d'amour pour notre propre pays, pour notre avenir, pour prendre un engagement sérieux pour l'avenir. Le RHDP ne peut pas rester éternellement au pouvoir, quoi qu'il en soit. Tôt ou tard, il va avoir ce qu'on appelle un changement. Ça, c'est comme ça. Mais pour l'instant, là, franchement, excusez-moi, hein, Ouattara va faire 20 ans de pouvoir, là, ça va faire quoi la Côte d'Ivoire? Oufou a fait 33 ans. Mais il est mort, la Côte d'Ivoire est là. D'autres personnes sont venues derrière lui. Je ne dis pas que Ouattara n'a qu'à faire 30 ans, mais s'il doit faire 30 ans, doit faire 50 ans. Mais à partir du moment où nous en tirons un bénéfice, excusez-moi, cette histoire de démocratie, il faut enlever forcément celui qui est là, le remplacer par un autre. Non, on peut remplacer même en football, là, quand tu fais certains mauvais remplacements, là, tu perds le match. Hein. C'est ça le problème. Tu déséquilibres ton équipe. Il suffit d'enlever celui qui est le buteur essentiel, là, c'est fini pour toi. Ouattara est un capitaine. Et franchement dit, il n'a pas besoin de parler. Ses actions parlent pour lui. Donc c'est nous qui sommes à côté qui devons faire sa promotion. Ce n'est pas à lui de faire sa promotion. Pour en venir un peu éclairer, si tu permets, sur ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Je vais parler des événements récents. C'est vraiment déplorable que ce genre de choses arrivent. Mais je comprends le frère Sundiata hein, qui dit qu'on ne va pas continuer à ça. Mais vous savez, on est dans une position un peu compliquée. Nous, on veut respecter le droit international. C'est comme si, à des moments donnés, on se demande, on fait quoi? On les attaque parce qu'ils nous attaquent ou bien on contre-attaque. Je pense que rester dans la contre-attaque est encore mieux. Et je pense que faisons confiance au président Ouattara. C'est un monsieur qui ne parle pas, hein, mais c'est un monsieur qui prépare des solutions très efficaces et qui attend. C'est-à-dire que je pense éclaireur à frôler un peu en disant que l'armée ivoirienne n'est pas pour rien, que les gens ne parlent pas, mais ce n'est pas pour rien, c'est l'armée francophone la plus puissante. Il n'a pas tort. On connaît nos moyens létaux, on sait ce qu'on est capable de faire. Mais vous savez, au-delà d'Ibrahim, au-delà d'Assimi, les peuples là sont pris même en otage. Moi je vous dis ça, hein. Mais vous savez, au Mali aujourd'hui, tu ne peux pas critiquer le pouvoir. Tu critiques le pouvoir, que tu sois partisan du pouvoir ou non, tu vas en prison. Il y a un de leurs colonels qu'ils ont arrêté par rapport à un livre qu'il a écrit. Je crois qu'il a été déféré. Il y a plein de gens comme ça. Il y a aussi le chef même des étudiants qui est dans le coma actuellement, avec plus de 10 personnes qui ont disparu, qui ont été prises en otage par l'armée. Bon, tu vois. Voilà. Razbat était en prison, il devait sortir. On dit qu'il y a une association qui allait poser plainte. Ils ont fait un montage pour le maintenir en prison, une nouvelle plainte. Il est en prison là-bas. Parce qu'il faisait une radio, il animait une radio où il avait une émission, genre comme ce que leur fait, mais très critique. Mais il disait des choses, il n'insultait pas le pouvoir, mais il disait des choses réelles. Mais les gens l'ont mis en prison pour le faire taire, ils l'ont bâillonné. Au Burkina, tu ne peux pas. Aujourd'hui, là, le monsieur veut distraire son peuple en créant une zizanie entre la Côte d'Ivoire et le Burkina pour que le peuple oublie ce qui se passe là-bas. Mais il ne peut pas cacher le soleil avec sa main. C'est pas possible. Donc, moi, je pense que il ne va pas réussir. Moi, je vous dis ça. Mais moi, c'est normal d'avoir de l'appréhension, d'être choqué, de savoir qu'il peut se permettre de faire ça. Mais il le fait avec la bénédiction de notre frère là. C'est ça aussi la vérité.
Parce que lui aussi, il est dedans. Parce que si on n'est pas au Burkina, au Mali et au Niger pour rien. Il est là-bas parce qu'il veut se venger de son propre pays. Parce que simplement, on ne veut pas de lui. Mais est-ce qu'il est normal? Mais il a déjà échoué. Ça ne peut pas marcher. Il ne faut même pas qu'il rêve. Parce que nous, on ne peut pas accepter que lui, il sait pertinemment qu'il ne peut pas gagner une élection. Parce qu'il n'a pas. Quel est son programme politique? Son programme politique, c'est de payer amiral blindé, payer sous le de Paris, payer un certain nombre de personnes pour insulter le président Ouattara. Depuis il est parti de Côte d'Ivoire en 2019, ou je crois, ou 2018, c'est quoi, c'est 2019 qu'il est parti de Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, la stratégie n'a pas changé. C'est des dire que Ouattara c'est un dictateur, Ouattara c'est. En fait, le logiciel est le même. Il a à peu près le même, c'est une variante du logiciel de Laurent Gbagbo. C'est malheureux, puisque d'après eux-mêmes, c'est leur papa. Oui, non, on préfère que Laurent Gbagbo soit lui son papa, que Ouattara soit lui son père. Parce que s'il était l'enfant de Ouattara, il ne peut pas se comporter comme ça. Le sang ne se perd pas. Donc, c'est normal que, dès qu'il sort de prison, il va directement chez Laurent Gbagbo pour aller lui dire que c'est notre papa et ainsi de suite. Pour nous, c'est une confirmation qu'il allait faire. Ça ne change rien. Mais ce que nous retenons, c'est la Côte d'Ivoire qui nous unit tous. Ce qui s'est passé à la CAN ne peut pas être gratuit. Il faut que les gens comprennent ça. Ça ne peut pas être ex nihilo. Ce n'est pas sorti du néant. C'est le contenu qu'il a voulu. Parce que la nation ivoirienne doit exister. Ce qui se passe au Sénégal là, si je vous dis, hein, la nation qui existe au Sénégal là, elle sera petite à côté de la nation ivoirienne. L'idée des nations sera plus forte en Côte d'Ivoire que dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, je vous dis ça. Notez que c'est moi qui l'ai dit, je ne suis rien. Et que même sait que ce qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que ça a été sémé. Oui, le cosmique a sémé. Et le président Ouattara a continué la sémence en disant Ivoirien d'abord. Ça a fait tilt dans le subconscient de tout le monde. Des gens qui ont vraiment l'amour de leur pays. Et je vous dis, c'est-à-dire qu'il faut que les gens arrêtent de penser que le combat que nous sommes en train de faire, la contradiction que nous apportons à tous ceux qui sont dans l'idée de violence, tout ça là, ça va finir bien. Ces histoires de violence, de machin, à un moment donné, les Ivoiriens vont vous dire qu'eux ne sont pas dedans. La preuve, beaucoup de personnes aujourd'hui, moi je regarde beaucoup de vidéos sur TikTok, quand tu vois les gens, ils vous disent que Joe, on est fatigué de mourir pour les gens. On est fatigué de mourir pour les gens. Si vous voulez qu'on marche, vous-même venez, vous mettez devant nous, on va marcher ensemble. C'est une façon de leur dire que premier Gao n'est pas Gao. On a été Gawa plusieurs fois. On a été Gawa jusqu'en dernièrement 2020. On va encore continuer. Il faut que ça s'arrête. Venez nous proposer des programmes de gouvernement au-delà de ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Qui te dit, oui, il a pris d'aide, il prend d'aide, mais il va prendre d'aide jusqu'à demain matin. Parce que moi, je ne vois pas un pays qui n'a pas pris crédit et puis qui a réussi. Et puis, on n'a jamais mis un pays en prison parce qu'il a pris crédit. C'est quand tu prends une dette qui n'est pas utile, là. C'est là où il y a problème. Or, toutes les dettes que Ouattara a contractées sont les dettes utiles. Parce que l'utilisation qui fait des dettes là, c'est ça qui fait qu'on dit que ce sont les dettes utiles. On voit bien où l'argent rentre. On n'a pas besoin de lui poser la question. Nous, on voit les réalisations, on voit les ponts, on voit les routes, on voit les immeubles publics, on voit tout ce qu'on voit, les réformes qu'il fait pour l'État, et ainsi de suite. Ouattara, c'était creusé de plusieurs compétences. C'est-à-dire que B52 a dit un truc, le monsieur là, c'est pas un simple politicien, hein. Il a une dimension spirituelle, je le répète tous les jours, que vous n'allez jamais comprendre. Ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui le côtoient même ne le connaissent pas. Parce que quand tu es en compagnie du président Ouattara, il est tellement humble que tu vas t'oublier. Tu vas finir par croire que c'est ton camarade. Tellement il fait preuve d'humilité. Et ça, c'est les gens qui travaillent avec lui. Moi, j'ai un ami qui travaille avec lui, qui m'a dit ça, hein. Il m'a dit que le vieux là, il te met tellement à l'aise quand tu es avec lui. Il est tellement poli avec toi. Il dit, tu t'imagines, je suis son collaborateur, mais quand il rentre dans le bureau du vieux là, il se lève pour venir m'accueillir. Il vient me faire asseoir. Quand il me parle, tu as l'impression que, à un moment donné là, moi, il me dit, dossier, il ne faut pas donner, il peut taper sur son épaule. Il est tellement humble. Mais le vieux là, il sait où il s'en va. Moi, je vous dis ça. C'est un gars qui a fini avec anticipation. Mon ami me dit il est plus qu'un surdoué. Honnêtement, hein, il dit il n'y a pas un domaine d'activité que tu vas venir mettre devant le vieux, il va te poser des questions et puis tu pourras répondre à toutes les questions.
il va te poser une petite question à la dernière minute. Mais une question, toi, tu vas te demander comment j'ai pu préparer ce travail-là. Je n'ai pas pensé à ça. C'était tellement simple. Mais c'est pas simple. C'est pas le vieux. Il veut te montrer que tout ce que tu es en train de dire là, le vieux aime valoriser ses collaborateurs. Le vieux n'aime pas humilier les gens. C'est pour ça que tous ces opposants-là, c'est pour ça que sur le plan de la justice, on peut considérer qu'il a échoué. C'est parce qu'il n'aime pas humilier les gens. Mais il le fait en face, les gens ne comprennent pas. Je vous dis, le jour où le président Ouattara va quitter le pouvoir, celui qui va le remplacer là, il va vous chicoter. Moi, je vous dis ça, hein, parce que la personne va mettre l'accent sur ce côté-là. C'est malheureux de le dire, c'est pas même tempérament. La personne va continuer le travail de développement du président Ouattara. La personne va mettre l'accent sur le côté, la côté justice et puis sécurité là. Il va même pas jouer à ça. Et il va chicoter beaucoup de personnes, en tout cas, tout en restant dans la légalité. Il faut que vous compreniez ça. On ne peut pas continuer à galvauder notre propre pays comme ça, vendre le pays à des gens, parce que nous, on a un intérêt particulier, on veut arriver au pouvoir. Donc on doit vendre le pays aux gens. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous faites ça? Éclairé, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de problème, cher René. Vraiment, merci infiniment à vous. Merci pour tout ce que vous avez dit, pour essayer d'ouvrir les mentalités des Ivoiriens. Vous êtes parti sur 2 sujets fondamentaux. L'actualité en Côte d'Ivoire, avec tout ce qui est autour. Et vous avez débuté avec le problème de Diomaye Faye et de Sonko au Sénégal. Et là, cher René, vous avez tellement bien décrit ce tableau-là que pour tous ceux qui ont suivi, en réalité, on ne partage pas le pouvoir. Et l'appétit du pouvoir vient en mangeant. Et si Sonko pense que Diomaye Faye va toujours se laisser guider comme si lui, Sonko, est une béquille indispensable, à partir du jour où on va investir Diomaye Faye, beaucoup de choses vont changer. Ce qui lui manque, c'est d'apprendre les rouages du poste dans lequel il sera. Et ça sera la dernière étape qui va les séparer. Parce que la différence sera toute nette. La réalité va l'imposer, le peuple sénégalais même va l'imposer, et la réalité va les séparer d'une manière ou d'une autre. Ça ne sera qu'une question de temps. Et cher René, vous avez tellement bien parlé sur la Côte d'Ivoire qu'il n'y a plus rien à dire. Hein. Les évidences sont là. Ne forçons pas le destin, sinon on risque de le piétiner. Allons sagement, comme disait le président Félix Houphouët-Boigny, comme nous sommes pressés, alors allons doucement. Ah oui, ça pourrait paraître contradictoire, mais chaque fois que tu sais que tu vas aller loin, prends le temps d'aller doucement. Il faut comprendre. Et à tous les Ivoiriens, et surtout à la jeunesse ivoirienne, n'acceptez pas d'être le sacrifice d'un politicien. Hey, on peut aimer Alassane Ouattara, mais ne mourrez pas pour Alassane Ouattara. Ne sortez pas pour aller vous battre pour quelqu'un. C'est qu'on vous dit là. Défendez-vous quand vos vies seront menacées. Parce que le salaire du politicien, là, il ne partage pas ça avec toi. Ce qu'il gagne comme bénéfice, là, il n'a jamais fait un compte rendu. Donc toi, tu te tues pour lui, pourquoi? Alors que lui, il a ses enfants, ses femmes qui sont au chaud. Jeunes Ivoiriens, votre vie vaut mieux que de la sacrifier à des gens qui n'ont que faire de vous. Et c'est ce qu'il faut qu'on enlève dans la tête des politiciens. Vous n'êtes pas du bétail. Pourquoi à chaque saison, selon leurs humeurs, qu'ils soient contents ou pas, ils puissent vous sacrifier. En réalité, les politiciens, là, comme les Laurent Gbagbo, vous voient comme les poulets qu'on élève. Et chaque fois, quand il y a un étranger, on dit « poulet, viens, on t'égorge ». Quand on n'est pas content, on dit à quelqu'un qui a fait du mal au village, on ne peut pas faire sacrifice, poulet, viens. Il y a quelqu'un qui est trop mécontent quelque part, on dit aussi poulet, viens. Il y a quelqu'un, on est trop content dans le village, on n'a pas pris pour payer mouton, on n'a pas pris pour payer bœuf, poulet, viens. Ah, poulet est partout. Mais toujours celui son coup en coupe. Est-ce que vous, les Ivoiriens, les jeunes, on ne vous a pas suffisamment abattus dans la rue comme des chiens? Est-ce que les gens ne se sont pas suffisamment amusés avec vos vies? Vous dites non, mais c'est parce que vous êtes au pouvoir, vous avez peur si on sort. Voilà, c'est ce que je vous ai dit là. Maintenant, toi qui es trop garçon là, toi qui es sûr que tu es Sandokan là, il faut sortir avec ton épée. On va te dépecer. Je dis bien, on va te dépecer. On va te couper en petits
petits morceaux pour que les chiens puissent vite manger les morceaux là. Ta sale vie là, ta vie de chien de porc que tu menais là, on va te mettre en petits morceaux. Même tes os, tes parents ne vont pas trouver pour faire enterrement. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop fous. J'ai vu un sur une plateforme en train de se gosier, de se tuer. Et les gens sont là, les gens disent pardon. Non, nous les chrétiens là, on va faire une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Il dit mais, et les gens lui demandent, il dit frère, quand quelqu'un sur sa plateforme là, il peut dire ce qu'il veut. Moi-même ici là, il y a plein de choses, je dis oh. Mais quand on dit ces choses là, est-ce que je vais au pays? C'est ça. C'est ceux qui sont au pays là, c'est eux qui vivent la réalité là. C'est à eux qu'il faut dire les vraies vérités. Hey, c'est toi qui sais combien de temps ça t'a pris pour payer ta maison. Si on brûle la maison là, ton pardon pour dire je ne vais pas être violent là, ça a brûlé ta maison, ton travail de 10 ans. L'État ne va jamais te rembourser. Les opposants n'iront jamais en prison. Donc ton pardon a servi à quoi? C'est là qu'on te dit, si tu sens que des gens veulent te faire du mal, c'est la chose la plus légitime que de se défendre. Et cette fois-ci, en 2025, ces élections-là se feront. Ceux qui veulent aller voter, là, allez voter, puis vous rentrez chez vous à la maison. Maintenant, toute personne qu'on va retrouver, si moi je suis à Abidjan, après les élections, moi je sors. Ça, il n'y a rien à faire. C'est mon choix. Ça n'a rien à voir avec Ouattara, ça n'a rien à voir avec le RHDP. Ça, ce que ça a à voir entre moi et les Gors. Comme en septembre, quand on a fini les élections, là, que ce soit la nuit comme la journée, là, nous on était sur le terrain dans Abidjan, là. Parce que ce qu'ils avaient dit, là, on dit, nous on va aller voir et puis on va faire ça ensemble. Vous connaissez les résultats. Après, on allait à Boaké. Vous savez ce qu'on a fait là-bas, je vous en ai parlé. Donc là, si quelqu'un sort là, ce qu'il allait chercher là, lui il connaît. Si on le tue dedans là, même tes parents même ne doivent pas faire ses funérailles. Parce que ce que tu cherchais, c'est ce que tu as eu. Et ça, on ne va pas vous rater. Et il n'y aura pas de survivants. Non, on m'a coupé un pied, après il faut faire réconciliation, dédommagement. Non, non, non. Quand on va s'affronter là, il y a un qui va mourir. Parce qu'il faut qu'on vous explique clairement les choses. Pour que demain, là, vous ne dites pas que non, on n'avait pas bien entendu. Vous, les gars en sauvagés qui restaient sous la toile. Pour galvaniser les gens qui n'ont plus envie de leur vie. En tout cas, on va se servir de vos vies pour nourrir les chiens et les cochons. Je dis à tous ceux qui élèvent des porcs, apprêtez-vous. À partir du 27 octobre 2025, là, vous allez avoir au moins une semaine où vous n'allez pas donner de nourriture à vos porcs. Parce que toute la racaille qui n'a pas besoin de sa vie, là, on va l'aider à épurer la Côte d'Ivoire pour passer à une autre étape. Parce que vous en avez fait trop. Et un homme qui continue à faire le mal, quand on lui dit, est-ce que tu n'as pas de remords? Non, moi je n'ai de regrets à manifester à l'égard de quiconque. Je ne demanderai pardon à personne. Mais j'ai dit, tu vas demander pardon le jour où il sera trop tard. Le jour où il sera trop tard, là, ton pardon, là, tu n'auras pas l'occasion de le faire. Parce que tu as eu trop d'occasions pour le faire. Mais la nature elle-même a des limites. L'aîné Koulibaly est là, hein? Il sait de quoi je parle. La nature elle-même a des limites. Il y a certaines choses là, elle te laisse le temps. Mais une fois que tu as violé les principes, violé là, à un certain moment là, c'est fini. Même quand tu veux, ça passe plus. En tout cas, on vous aura suffisamment conseillé. Et cher aîné, merci encore pour cette belle et brillante lecture de toute la réalité. Si ce que nous on vous dit là, c'est ce qui vous choque. Mais quand monsieur le vieux Bama s'est fait éventrer, quand tout ça a été tué là, c'est pas plus violent que ce que moi j'ai dit. Et ce que moi j'ai dit là, dans le fond du message là, est-ce que je suis en train de dire aux gens sortez pour aller tuer les gens? J'ai dit, ceux qui disent qu'ils vont tuer les gens là, pourquoi on dise, on n'a qu'à appeler les organisations des droits de l'homme pour venir filmer là? Non, on va vous tuer. Et puis c'est vous, on va filmer pour dire, voilà ceux qui voulaient tuer les gens. Moi, mon message, c'est dans une posture de défendre la vie. Est-ce que j'ai dit que c'est la vie des gens du RHDP? Non. On dit qu'aucune vie ne sera détruite. Et comme on connaît vos intentions, on va aussi prendre tout ce qu'il faut comme disposition pour vous attendre. Et
le président Ouattara ne fera rien. Parce qu'on va leur dire, mais en 2020, là, vous avez mis en danger nos vies. Et il n'y a pas eu de conséquences. Les conclusions sont dans vos mains. Vous n'avez rien fait. Et donc, on ne peut pas s'asseoir pour être des moutons d'expérimentation. Et ça, il faudrait qu'on le dise aux uns aux autres. Ne donnez votre vie à aucun politicien. Parce que si lui-même veut sacrifier des vies, là, il y a la vie de ses enfants. Comme il a femme et enfant, là, il n'a qu'à sacrifier. Après, maintenant, on va voir que vraiment il est engagé. Mais ils ne le feront jamais. Donc, ça veut dire que c'est vous qu'ils veulent utiliser. Merci infiniment, cher aîné. Merci encore pour cette grande leçon que vous venez de donner. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, Claire, vraiment merci pour tout le résumé que tu as pu faire. Il y a un petit point sur Diomaye Faye que je voulais dire. Effectivement, il ne va pas se laisser faire. Parce qu'il est bélier. Hein. Il est du signe du bélier. Et les béliers sont généralement impulsifs. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est un signe de feu. Sonko est cancer. C'est un signe d'eau. Il a gros cœur, Sonko. Quand il le voit même là, il a gros cœur. Mais l'autre aussi, il a gros cœur, mais il est un peu plus réservé. Et Diomaye, comme je l'ai dit, c'est un vrai bélier. Ça veut dire quoi? Que c'est quelqu'un qui il va apporter du changement. Il a les vibrations pour ça. Parce que quand on fait la numérologie du jour du vote, ça tombe sur 8. 8 là, c'est crise et transformation. Effectivement, ils sont sortis d'une crise. Et il y a eu un changement. Donc, quand on sort le 8, on va dans le 9. Le 9, c'est une nouvelle direction. Donc, Diomaye Faye doit donner une nouvelle direction au Sénégal. Si c'est trompe de direction, il va les envoyer en bourse. C'est clair. Et pour que Diomaye Faye réussisse, je vais le dire, il n'a qu'à se rapprocher du président Ouattara. Il va lui montrer les ficelles de la gestion d'un État. Il n'a qu'à le faire en douceur. Il n'a pas besoin de le faire savoir aux gens. Il n'a qu'à se rapprocher. Ça, c'est un grand conseil que je lui donne. Hein. Il n'a qu'à faire à cause de Dieu, pour ne pas qu'il ait honte, pour qu'il soit réélu au Sénégal, il n'a qu'à se rapprocher de Dieu. En douceur. Le vieux va lui montrer les ficelles. Le vieux va lui ouvrir des portes sur le plan international. Il va être un grand président. Il va faire les changements qu'il veut, mais sans pour autant casser, en tout cas, les murs de soutènement de la maison. C'est important, hein? Il faut faire les changements. C'est pour ça qu'on se plaint. Il y a des choses que le président Ouattara n'a pas encore changé. Il faut aller doucement. Un changement doit se faire de façon harmonieuse. Si tu fais un changement en genre révolution, on est pressé, tu vas tout foutre en l'air. Il faut aller mollo. Donc, Diomaye Faye doit s'inscrire dans ce qu'on appelle, lui peut commencer, puis quelqu'un d'autre va continuer. Mais il ne faut pas qu'il veuille faire une rupture, on va dire, brutale. Ce serait très dangereux. Il va envoyer le peuple sénégalais droit au mur. Et il ne faut pas qu'il l'écoute. C'est toi qui dois impulser. Pour devenir, on est un leader, mais on devient aussi un leader. Tu peux avoir les vibrations en toi, mais si tu ne fais pas ce qu'il faut pour que ces vibrations-là puissent s'exprimer et s'extérioriser dans le bon sens, mais tu vas avoir, ça ne sera que du potentiel. Ça ne va jamais se concrétiser. Ça aussi, c'est un élément important. Parce que tout dépendra de ses pensées, de ses idées, de ce qu'il voudra réellement faire. Si il reste dans le positif, c'est des esprits positifs qui vont se rapprocher de lui et qui vont l'aider à aller de l'avant et à apporter un changement qualitatif. Mais s'il embouche la trompette, le côté un peu violent de Sonko, il n'a qu'à laisser ça. Il ne faut pas qu'il va se rentrer dans ça là. C'est pas bon. Parce que Sonko a un petit côté violent, un petit côté irrévérencieux. C'est vrai, son discours peut-être dans le fond souvent intéressant, mais regardez un peu les mêmes choses là. Si quelqu'un d'autre dit, ce ne sera pas aussi violent. Lui, il est très violent dans ses propos. Il est un peu violent. Moi, je connais un Sénégalais qui m'a dit que souvent même ce qu'il dit en Wolof là, que c'est un peu violent que ce qu'il dit en français. Et pourquoi il le fait? Il se cachait. Voilà. On dit souvent la manière dont tu parles, tu pries là. C'est comme ça que aussi ça te revient. C'est-à-dire que les vibrations que tu vas émettre là, c'est comme ça que ça va te revenir. Je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à, il ne lui demande pas de venir se soumettre au président Ouattara, non. Mais il peut lui demander, ah tonton, même s'il ne dit pas comme ça, mais monsieur le président, vous êtes un doyen, est-ce que vous pouvez nous aider, me donner des idées, voilà ce que je veux faire, est-ce que vous pensez que sur le plan international, ou bien, est-ce que vous pouvez nous ouvrir telle porte, parce que voilà quel financement qu'on peut faire. Le vieux est trop bon, le vieux va l'aider. Sans état d'âme, le vieux va l'aider. Parce que si le Sénégal échoue, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire risque d'être le seul pays francophone où il fera bon vivre
et les gens, tout le monde va se rabattre à cause de nous. Déjà même qu'on a un poids d'immigration qui n'est pas négligeable. C'est pour ça que nous, on souhaite que le Sénégal n'échoue pas. On souhaite que le Burkina soit repris en main. On souhaite que le Mali soit repris en main. On souhaite que le Niger soit repris en main. On n'a rien contre les Maliens, on n'a rien contre les Burkinabés, on n'a rien contre les Nigériens. Mais ce qu'on leur souhaite, c'est la démocratie. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Et ils ne pourront jamais réussir à chasser les djihadistes de chez eux tant qu'ils seront dans ce genre de logique-là. Parce que leurs énergies sont trop dispersées. Les énergies ne sont pas concentrées sur l'essentiel. Mais eux, comme ils ne veulent pas d'élection, ils préfèrent qu'ils restent dans ce statu quo-là, à vitam aeternam. Ce n'est pas possible non plus. À un moment donné, le changement va s'imposer et de façon violente. Et c'est malheureux de le dire, c'est ce qui risque de leur arriver. Donc moi je pense que c'est un pays là, Burkina, Mali, qu'ils acceptent d'organiser les élections. S'ils veulent être candidats là, ils n'ont qu'à faire le forcing pour être candidat. Mais dans tous les cas, il faut qu'ils organisent des élections. On ne peut pas dire que tant que le pays est comment on appelle ça, occupé par les djihadistes, on ne fait pas d'élections. C'est ce que Ibrahim et son premier ministre sont en train de dire au Burkina. Non, il faut faire les élections, mon cher. Pour l'instant, là, on n'a pas trouvé mieux que l'élection. Même si c'est pas bon là, mais pour le moment, en tout cas dans le monde là, on n'a pas trouvé quelque chose qui est mieux que faire les élections. C'est ça, voilà. C'est ça, il faut que les gens acceptent de rentrer dans ça. Parce qu'il y a un équilibre qui doit se faire, social, qui doit se faire au niveau de la sous-région. Houphouët-Boigny disait que lui, il ne veut pas être un désert, un oasis dans le désert. Nous, on ne veut pas continuer à être un oasis. Parce que là où il y a la lumière, là, c'est là-bas tout le monde va partir. Et jusqu'à preuve du contraire, la lumière, l'autre lumière, parce qu'il y avait déjà la lumière en Côte d'Ivoire, hein, mais il y a une lumière que le président Ouattara, le cosmique est passé par le président Ouattara pour apporter à la Côte d'Ivoire. Cette lumière ne s'éteindra plus. Elle ne va qu'alimenter. Et donc, si la sous-région n'est pas, en tout cas, équilibrée, si le plan intersocial, si le plan d'interdépendance, l'équilibre ne se fait pas, la Côte d'Ivoire va tout souffrir. On sera obligé à un moment donné, peut-être qu'on va démarrer, un chef d'État dit d'instaurer carte de séjour, et ramener encore la carte de séjour. Ne serait-ce que pour compter officiellement les gens, même si ça va être un prix dérisoire, mais ça va pour ne serait-ce que pour pouvoir compter les immigrants et pouvoir faire une bonne politique de développement. Parce que tous nos plans de développement là sont déjoués par l'immigration sauvage. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité, les gens rentrent comme ils veulent. Et aujourd'hui, il y a un problème sécuritaire sérieux. Compte tenu du fait que le djihadisme étant en nos portes avec des présidents hostiles au régime du président Ouattara qui veut que son pays réussisse. Les gens nous jalousent, mais ils ne nous jalousent pas simplement. Ils veulent qu'on retombe tous au même niveau. Et avec ça, nous opposants les accompagnent. C'est pour ça que moi, je leur ai demandé pardon tout à l'heure. Mais si on leur demande pardon qu'ils ne veulent pas, bon, il y a des fois, si on fait le bonheur de quelqu'un contre lui-même, à un moment donné là, ça va mal se passer pour eux, les opposants. Il ne faut pas qu'ils rêvent. Ils ne pourront pas déstabiliser le pays. Parce que le cosmique ne va pas accepter. Il y a un plan directeur qui a été tracé. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Vous perdez votre temps. Je disais que Tidjane Thiam a le même discours que Tidjane Thiam, il a eu le courage de dire devant ses militants que quand on prend le pouvoir, quand on exerce le pouvoir, on doit s'entendre avec ses voisins. Il veut dire quoi par là? Quand on fait la lecture de son idée, il n'a pas le courage de dire que le président Ouattara ne s'entend pas avec ses voisins. C'est les voisins qui ne s'entendent pas avec le président Ouattara, ou bien c'est le président Ouattara qui ne s'entend pas avec ses voisins. Moi, j'aimerais lui poser cette question. Il ne peut pas dire ça. Ou bien, comme il y a 24 ans qu'il a quitté la Côte d'Ivoire, il y a 25 ans qu'il a quitté la Côte d'Ivoire, là, ça fait que du coup, il est un peu perdu. Il n'a qu'à se ressourcer correctement. Hein. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'il fasse son opposition. Mais il y a des choses là. Franchement, quand on veut se faire passer pour je suis comme Ouattara là, on ne peut pas tenir ce genre de langage là. Il faut hausser un peu le débat. Il dit que son programme s'articule autour de 5 points. On attend, il n'a qu'à dérouler son programme, on va voir. On va comparer, on va voir si c'est mieux que ce qui est là. On verra. Mais même si, par extraordinaire, c'est mieux que ce qui est là, il va falloir qu'il prenne d'abord les vibrations du pays avant qu'on va peut-être lui penser à lui donner le pouvoir. Il y a un député du Nord qui s'appelle, bon, j'ai oublié son nom, mais c'est un sénateur plutôt, qui a dit que c'est en 2035 que peut-être on va discuter avec eux. Avec Tidjane Thiam, qui n'a qu'à se calmer d'abord. Oui, 2035 même est petit, peut-être 2050. Parce qu'il faut qu'il s'imprègne des vibrations de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on lui montre qu'il aime la Côte d'Ivoire, qu'il est prêt à déterrer les crabes avec nous. Qu'il est prêt à souffrir, à marcher sous le chaud pour elle avec nous.
qu'il est prêt à mettre sa main dans le sable, dans la boue, pour planter des choses, ensemencer le sol ivoirien. Et puis on peut venir peut-être récolter, peut-être on va penser à lui. Sinon, s'il levait comme ça, venir trouver les gens en train de faire des choses, comme on dit chez les genoux, les nordistes, en train de faire d'un coulis. C'est-à-dire on est en train de faire baptême, et puis tu dis on n'a pas donné ton nom à l'enfant. Et lui qui est là, non, c'est pas le nom qu'on doit donner, c'est moi, c'est mon nom, on doit donner. Pourquoi on doit lui donner lui son nom? Non, je suis désolé. Et certaines personnes ont dit, moi, honnêtement, je vais revenir un peu à quelque chose que le B52 a dit sur NCI. Moi, je suis un peu déçu de NCI 360. Je suis désolé, hein, parce que j'ai fait la remarque plusieurs fois. Moi, je ne suis même plus NCI 360. Pourquoi? Parce que je présume déjà ce que les gens vont dire. Je connais la mentalité, les réactions de tous les intervenants sur le plateau. Parce que c'est les mêmes individus qui l'appellent. C'est les mêmes personnes qui viennent s'asseoir. C'est les mêmes. On sait ce qu'ils vont dire avant qu'ils ne parlent. Et les trois cas sont des militants. Et notamment, les trois cas sont des militants de l'opposition. Les trois cas sont des militants du PDCI. Tu écoutes un gars comme André Sylvain Conan. Aujourd'hui, tout ce qui peut éclabousser le pouvoir, il met ça en exergue. Je pense qu'il est vraiment en mission. Tout ce qui peut éclabousser le pouvoir, là, lui met en exergue. Il est dans cette... De temps en temps, il souffle le chaud et le froid. Il va faire croire qu'il est un peu, comment on appelle, objectif dans ses analyses, mais en réalité, après là, il va frapper. C'est comme ça. Moi, je les ai écoutés. De temps en temps, les dimanches là, je zappe pour voir un peu, mais je me rends compte qu'ils n'ont pas son type. Le plateau ne varie pas. Ça, c'est un défaut du NCI 360. Il faut que le plateau varie. Les mêmes gens ne peuvent pas venir s'asseoir là tous les jours. Ça, c'est important. Et puis, ils sont sur le plateau, ils ne disent pas la vérité au peuple. Moi, ça me dérange. On n'a pas dit d'insulter quelqu'un, on n'a pas dit d'être vulgaire. Mais vous pouvez, à des moments donner dire des choses qui sont un peu correctes. La manière dont même Tidan a pris le pouvoir au PDCI, mais sur le plateau, moi j'ai suivi ce débat-là, ce jour-là, ils ont abordé la question. Mais attends, on ne pouvait pas critiquer. Tous ceux qui ont tenté de critiquer la manière dont Tidan a pris le pouvoir, mais les gens les ont allumés sur le plateau. Franchement, les gens les ont allumés. Et André Sylvain qu'on a en tête. À la limite, moi, il voulait manger cru ce jour-là à Banga. Il disait que lui, il pense que la manière dont Tidan a pris le pouvoir au PDCI, ça va contre les statuts du parti. Il a expliqué. Et nous tous, on est contemporains et témoins de cette affaire-là. Et cet art congénital, je répète encore, cet art congénital, je répète encore troisième fois, cet art congénital va le rattraper après l'enterrement du Didier. Et ce ne sera que le début pour lui. Parce qu'il ne va pas avoir du tout repos au niveau du PDCI. Jean-Luc Billard a donné le signal. Hein. Il dit qu'il est candidat pour le PDCI en 2025. En tout cas, il est candidat à la candidature. Ça, ce n'est que le premier signe qu'il a donné. Après l'enterrement de Didier, là, il va lire l'heure. Il va comprendre que la manière dont tu prends le pouvoir, là, c'est quand tu vas assumer les conséquences. Donc, la façon dont il est venu en brigandage, parce que c'est du brigandage qu'il a fait, hein. Il a brigandé, il ne remplissait pas les conditions d'élection, ils ont forcé, modifié, ça c'est un de choses, leur propre machin. Quand vous-même, vous prenez dans votre propre parti, vous voulez vous aspirez à revenir au pouvoir. Si vous n'êtes pas capable de faire respecter les statuts de votre propre parti, mais nous on s'inquiète. Nous qui sommes citoyens de ce pays-là, on s'inquiète, vous n'êtes pas les relèves de choses sérieuses. Parce que ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir, vous allez nous embrigader. Parce que quand on imagine en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, où le président est hyper puissant, mais on est bon. Et quand vous regardez, le même Tidiane Thiam, pourquoi il a quitté, comment on appelle, le Crédit Suisse? Il a quitté le Crédit Suisse parce qu'il faisait de l'espionnage. Il espionnait quelqu'un qui était un de ses anciens collaborateurs qui détenait cet nombre d'informations compromettantes sur lui. Il a fait espionner le monsieur. Il y a eu même course-poursuite comment on appelle ça, à Genève. Il a failli avoir accident, mais le monsieur fuyait. Il a mis détective privé sur lui. Et c'est quand le conseil d'administration a découvert ça avec les preuves à l'appui, ils lui ont demandé de démissionner. En fait, eux-mêmes, ils cherchaient le moyen de le faire partir. Quand on dit ça, on dit non, vous voulez, on raconte, on est en train de faire d'insulter le monsieur. On n'insulte pas. On dit son vrai nom. C'est comme ça, ce sont les faits. C'est factuel. Ce sont les faits, c'est pas nous qui avons dit on n'était pas à Genève avec eux là-bas. Donc, quand vous voyez comment il a exercé le pouvoir dans une société privée, imaginez-vous s'il a le pouvoir d'État, ce monsieur-là. Vous imaginez ce que ça va être?
Au sein du PDC, mais je suis sûr que sa gouvernance, il y a le début de la gouvernance, je suis convaincu qu'il doit avoir des bourdonnements. Je suis convaincu qu'il y a des mécontents. Je suis convaincu de ça. Parce qu'il est venu, quand tu regardes les gens qu'il a, comment, il a carté la plupart des vieux là. Et il est en train de mettre que des jeunes. Oui, c'est bien. Mais on peut pas, on change pas une équipe comme ça. Il y a, en matière de stratégie, et vous savez que moi, je suis consultant en stratégie. En matière de stratégie, le changement ne peut se faire en s'appuyant sur l'existant. C'est pas, tu peux pas venir tout changer de tout au tout. Ça, on appelle ça, comment on dit ça? C'est une sorte de, c'est comme un tsunami. Et un tsunami, c'est pour détruire. Oui, si tu es sûr que tu peux supporter, parce que le tsunami toi-même t'a porté. C'est ça le problème. Donc, sa façon de se faire entourer là, son secrétaire général même qu'il a mis là, moi je pense que le monsieur, je ne le connais pas particulièrement, mais quand je regarde le poste qu'il occupe, la manière dont il a occupé le poste, comment il fait pour se faire réélire à Port-Bouilly, c'est le maire de Port-Bouilly, qui je crois son secrétaire général, c'est même un de ses bras droits à la limite. Quand je regarde comment ce jeune homme-là se renouvelle, ce docteur-là, ce médecin-là se renouvelle à la tête des choses, de la mairie de Port-Bouilly, mais je me dis que le PDC n'est pas sorti de l'ornière. Et nous, on ne va pas accepter que le PDC revienne au pouvoir. Avec, en tout cas, cette équipe qui est là, on ne va pas accepter ça. Parce que ce monsieur profite du travail électoral que la vieille mère qui était à Cambly a fait au niveau de Port-Bouilly. C'est de ça qu'il profite. Voilà pourquoi il est quasiment imbattable. Moi, je demande au RHDP, si vous voulez le battre là-bas, là, prenez la liste électorale, asseyez-vous, analysez la liste électorale correctement et faites ce qu'il faut. Commencez ça dès maintenant. Pour ne pas attendre la dernière minute. Commencez ça dès maintenant, vous allez l'enlever. Mais tant que vous... Et puis il y a beaucoup de baoulés qui sont là-bas aussi, les secteurs là. Ce sont eux-là qu'il faut convaincre. Donc, quand vous voyez les gens sur lesquels ils s'appuient, tu ne peux pas jeter un gars comme Dikawi, le mettre au placard et puis penser que c'est fini. C'est pas possible. Il a donné toute sa vie au PDCI. Donc, les méthodes même que Tidjane Thiam utilise au niveau du PDCI, là, on doit s'en inspirer. Tidjane Thiam, là, c'est pas un enfant de cœur, hein. Il donne l'impression qu'il est un enfant de cœur. C'est pas un enfant de cœur, hein. Ça, je vous le dis, hein. C'est pas un enfant de cœur, hein. La pratique qu'il a faite au niveau de choses, comment on appelle ça? On est sur une place publique, je ne peux pas parler de sa vie privée. Moi, j'ai des informations sur sa vie privée, mais je ne peux pas dire ça en public. Un jour, je vais parler, éclairé, je vais te dire à toi, maintenant tu vas là, peut-être en parler comme tu voudras, tu vas peut-être l'envelopper comme tu veux. Mais moi, je ne vais pas le dire. Mais même, si je donne ces informations-là sur sa vie privée, vous allez attraper vos têtes. Vous allez vous rendre compte que l'individu est plus de... C'est un dictateur. Moi, je vous dis ça, le Tidjane Thiam que vous voyez là. Il n'aime pas la contestation. Il n'aime pas la contradiction. Quelqu'un qui dit qu'il est lui, il est le plus beau, il est le plus intelligent. À lui, là, vous allez venir faire la contradiction. C'est que vous faites sur le président Ouattara, là. Si lui, il arrive au pouvoir, vous ne pouvez pas faire ça. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous allez lire l'un à lui. Ah, je vous dis, hein. Et il n'est pas venu non plus avec conviction parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Et Clara a parlé un peu de ce qui s'est passé par rapport à la manière dont son frère est arrivé, qu'on pouvait être chef de canton, tout ça, les péripéties. Vous voyez un peu. Quand vous regardez tout ça là, ça ne vous fait pas peur. En tout cas, même ça ne vous fait pas peur, mais ça doit vous prévenir. On ne peut pas, en malinqué, on dit qu'à Calais qu'il y a trop. On ne peut pas voir, et puis aller donner notre chose. On voit, on dit quand tu sens que tu vas t'évanouir, il faut t'asseoir. Comme ça, tu ne vas pas t'évanouir. On voit bien ce que le monsieur là est capable de faire. Si vous lisez bien, comment on dit ça, c'est communication corporelle. Quand il parle, il faut écouter. Regardez un peu comment il parle. Regardez un peu comment il aime ramener la lumière à lui. PPTE, c'est lui. Les grands travaux, tout ce que Ouattara est en train de faire là, c'est moi qui ai fait la conception. C'est-à-dire que lui, il est toujours au milieu là-bas, il est toujours au centre. S'il y a quelque chose de bien là, son nom doit être associé. Mais quand il y a quelque chose de grave, il fait communiquer pour dire que non, c'est un enfant du terrain. C'est pas notre vraie soeur. Il n'est même pas demi-soeur. C'est notre papa qui allait faire un mariage dehors. Enfant dehors. C'est l'enfant là qui est là. Et qu'elle n'est pas digne de nous. La preuve, c'est une voleuse. Elle est escroc. Qui l'avait envoyé? Et nous, on n'était même pas au courant qu'il avait une demi-soeur. Comment? Allô, éclaireur? Oui, on est là, on vous écoute. On vous écoute. D'accord. Donc, vous voyez, c'est pour dire que, honnêtement, il faut qu'on fasse tout ça, tout ce que j'ai dit là, c'est pour ramener les gens à la lucidité. Surtout les gens du RHDP. Parce qu'on a certains parmi nous
qui souvent sont dans le doute. Moi, j'ai des jeunes frères souvent qui m'appellent, dès qu'il y a un petit truc, commence à douter. Je dis, mais non, quittez, il faut qu'on fasse preuve de froideur d'analyse, dans les analyses. Faire preuve de moins d'émotion et regarder les faits, les analyser et faire des projections. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un individu, un petit citoyen ivoirien. On se débrouille pour avancer par la grâce de Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce à des choses qu'on voit venir de loin. Dieu nous a donné la tête pour réfléchir. Il nous a donné un certain nombre de sens qui font que, au-delà de ce que les gens voient là, nous on voit des choses venir de loin. Moi je vous dis, 2025 là, il n'y aura rien. L'élection va se passer correctement. On va frapper encore, on va avancer. Ouattara va avancer, tranquille. Il n'y aura rien. Ils n'ont qu'à laisser 2025, ils n'ont qu'à laisser 2030, ils n'ont qu'à se préparer. S'ils veulent, ils n'ont qu'à se venir s'ajouter à nous, on va développer le pays. C'est ça qui est bon pour eux. Parce que le pacte que Dieu a passé avec Ouattara là. Parce que pourquoi il dit que le pacte que Dieu. Vous voyez comment je dis, tout à l'heure quand je parlais de Gbagbo, je dis qu'il a passé un pacte. Non. Le pacte que Dieu a passé avec Ouattara. Oui, que Ouattara a accepté là. C'est pour que la Côte d'Ivoire aille très loin. Vous allez me dire pourquoi toujours il dit ça de la Côte d'Ivoire, pourquoi on le mérite. Mais vous savez, le cosmique n'est pas injuste. Remarquez, il y a une Béninoise, je l'ai bien dit, mais je le répète encore aujourd'hui, il y a une Béninoise qui a dit que les Ivoiriens sont un certain peuple très gentil, qui ne sont pas rancuniers. Oui, remarquez, la plupart des peuples méchants ont souvent de très graves cataclysmes. Pourquoi? Parce que les grégores que vous créez avec vos pensées négatives vont vous entraîner toujours des choses négatives. Mais si vous créez un égrégore positif, il y aura toujours des choses positives. Vous allez connaître des soubresauts parce que le monde ici-bas n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours des soubresauts. Mais vous allez toujours vous refaire et pouvoir, on va dire, surmonter ces obstacles et ces défis et pouvoir avancer allègrement. Il y a une loi spirituelle qui dit, quand une force est trop grande, il faut reculer jusqu'à ce qu'elle diminue et alors avance allègrement. Ça, c'est très important. Nous sommes un pays qui n'est pas n'importe qui. Il faut voyez l'a dit, plusieurs politiciens répètent ça, d'autres répètent ça de façon mécanique, mais en réalité, c'est vrai. Mais il faut le mériter aussi. Voilà le problème. Et la façon de le mériter, c'est de continuer à rester nous-mêmes. Rester nous-mêmes veut dire quoi? Garder ce qui est positif en nous et transmuter et changer ce qui est négatif. Je prends l'exemple de l'équipe nationale que nous avons tous aimé et accompagné lors de la CAN. Est-ce que vous savez que ce que nous avons toujours reproché à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est ça que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a pris pour gagner la CAN? C'est quoi en l'occurrence? On a toujours dit, ouais, les Ivoiriens, on est trop faibles, on encaisse des faux buts à la dernière minute. Dans les CAN précédentes, on a été éliminés. Effectivement, c'était comme ça. La Côte d'Ivoire perdait toujours pour des problèmes de mental. Même quand on mène 1-0, on peut mener 2-0. On a vu, il y a eu un match Côte d'Ivoire-Algérie. C'est-à-dire, on a marqué le deuxième but. La Côte d'Ivoire avait égalisé. Et le temps que on va sauter, le temps on va revenir là. Ils ont déployé le ballon au milieu, les gens ont marqué le deuxième but. Et puis ça n'a pas duré le match, c'est fini, la Côte d'Ivoire a perdu le match. C'est pas un coup de marteau on a fait au Mali. Dernière minute, égalisation. Dernière minute du jeu, de la prolongation, deuxième but, on a gagné. Il faut remarquer, c'est au mental qu'on a gagné cette CAN-là. C'est vrai, il y avait la tactique et tout le reste, mais le mental qui a fait la force de la Côte d'Ivoire. On vient de jouer contre l'Uruguay. On a mené vers la fin du match, l'Uruguay a égalisé. Juste à quelques secondes de la fin du match là, la Côte d'Ivoire a mis deuxième but. On a gagné le match contre l'Uruguay. Donc, ce qu'on a reproché aux Ivoiriens là, pendant longtemps, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, le cosmique a fini par nous l'accorder. Parce que c'était une sorte de prière et de complainte qu'ils nous étaient en train de faire. On n'était pas en train de les critiquer négativement. On leur disait toujours que vous avez la technique, vous avez la tactique, mais vous n'aviez pas le mental, le bon mental. Et Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, les jeunes gens qui sont là, ça résonne en eux. Et pour eux, un match de football n'est fini que lorsqu'on siffle la dernière. Le match est fait. Le dernier coup de sifflet a été donné. Vous comprenez? C'est pour dire que
tout avance tant qu'on y met les moyens. C'est pour ça que l'éclaireur dit il n'y a pas de situation figée. Oui, tu peux naître avec beaucoup de potentialités, mais si tu ne fais rien, ça ne va jamais être ce qui est écrit dans les astres. Ça ne va jamais se réaliser. C'est-à-dire, il faut que toi-même, là, ta volonté, il fait de toi un homme par rapport à un animal, ta volonté, il faut que ta volonté puisse s'exprimer. Et la seule manière d'exprimer sa volonté de façon positive, c'est de le faire, surtout pour un politicien, dans le sens de l'intérêt général. Or, c'est ce qui fait défaut à nos opposants. Parce que la résonance avec les énergies pour diriger la Côte d'Ivoire, ils ne l'ont pas. Ça ne résonne pas en eux. Donc, du coup, même quand Laurent Gbagbo s'est débrouillé pour arriver au pouvoir, il a géré un cas en zigzagant. Il n'a jamais été un bon conducteur. Pourquoi? Parce que la résonance du pays ne lui correspondait pas. Il n'avait rien en lui qui était en harmonie avec cette résonance-là. C'est pour ça qu'il a... Tout a été tiré du début jusqu'à la fin. C'est ça la réalité. Donc, il n'a jamais changé. Donc, c'est compliqué. Ce qu'il est en train de faire, c'est un coup de pied dans l'eau. Ça ne marchera pas. Maintenant, Tidjane Tchamba n'est pas venu avec de bonnes intentions non plus. Il n'est pas venu parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Il est venu parce que, d'abord, il a l'assurance de la France. Mais bon, cette assurance-là, même maintenant, c'est tombé. Parce que Ouattara, quand il est passé là, il a parlé à Macron. Macron s'est rendu compte que le vieux maîtrise le coin. Donc, ça n'ira nulle part. Tu vois, ça n'ira nulle part. Il ne faut même pas qu'il se fatigue. D'abord, il n'a pas les vibrations qu'il faut. Ça ne correspond pas. Il n'a pas la résonance du pays en lui. Or, Ouattara, il a fini avec ça, avec les résonances du pays. Parce qu'il a craché sur direction générale du FMI. Et puis, il est venu accepter qu'on le rabaisse, qu'on l'insulte, qu'on le traite de tous les noms, jusqu'à ce qu'on déteste sa maman. Il dit, je pardonne. Il a laissé tomber. Il a avancé. Quand il a pris le pouvoir dans les difficultés, il a dit, ne vous vengez pas. Et lui-même, là, il n'a jamais posé d'acte dans le sens de vengeance. Ça fait que quelquefois, les gens pensent qu'il est faible. Il a entendu un intervenant dire qu'il est docile. Il n'est pas docile. Il n'est pas docile. Il n'est pas docile. Hein. Il n'est pas docile. Hein. Mais plutôt, il a une trop grande hauteur de vue. Quand tu es trop sage, on finit par penser que tu es un incapable. C'est ça le problème, en fait. Donc, il n'est pas incapable, il n'est pas docile, mais il est clairvoyant. Et il voit trop loin. Et il sent comment les affaires vont souvent finir. Voilà pourquoi, souvent, on a l'impression que, bon, il ne réagit pas vite. Voilà. C'est un peu ça. Donc, Claire, c'était un peu ce que je voulais ajouter, quoi. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, cher René. On va vous souhaiter une excellente soirée. Merci pour tout ce qu'on a pu apprendre. Merci beaucoup. Merci. Je vais me déconnecter et puis écouter. Il n'y a pas de problème. Merci infiniment à vous. Ouais. Merci beaucoup. Ouais.